Aucun médecin ne parvenait à sauver la mère mourante du milliardaire. Les plus grands esprits de la médecine avaient échoué jusqu'à ce qu'entre une fille de femme de ménage âgée de 14 ans qui la guérit en quelques minutes. On disait que c'était la clinique la plus avancée de tout le pays, l'endroit où l'argent pouvait presque acheter des miracles. Mais une femme y mourait et personne ne comprenait pourquoi. 20 médecins, un établissement valant plusieurs milliards, tous les examens possibles, rien n'y faisait. Jusqu'à ce qu'une adolescente assise dans un couloir avec un vieux livre relié de cuir voit ce que nul autre ne voyait. Elle ne portait pas de badge ni de diplôme, mais à cet instant, elle détenait une vérité capable de sauver une vie ou de détruire celle de sa mère. Car parfois le remède ne vient pas du génie, mais du courage. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme mourante dans un hôpital de luxe, c'est celle de ceux qu'on ne voit jamais et qui voient pendre pourtant tout. La clinique privée la plus chère de France vacillait. Une femme y luttait contre une maladie que nul médecin ne pouvait identifier, et la seule personne qui voyait la vérité ne faisait pas partie du personnel médical. Le soleil traversait de hautes fenêtres à meneaux sans réchauffer le couloir. Sa lumière accentuait encore la froideur du carrelage blanc et le silence ouaté. C'était le pavillon Élysée, l'aile la plus prestigieuse de la clinique du Cèdre à Paris. Ce n'était pas vraiment un hôpital, plutôt un palace pour malades fortunés. Ici, les heures de visite n'existaient pas, les chefs cuisinaient tout ce qu'un patient désirait. L'air était filtré, légèrement parfumé au linge propre et à l'argent, et les appareils médicaux disparaissaient derrière des panneaux de bois clair. La discrétion était le luxe suprême. Suzanne Vasseur, 42 ans, poussait son chariot de nettoyage le long du couloir. Ses gestes étaient rapides et silencieux. Depuis 8 ans qu'elle travaillait ici, elle avait appris la géographie du silence. Elle savait quelle porte éviter, quel sol grinçait et quelle famille pleurait derrière des rideaux fermés. Sa tenue gris, perles parfaitement repassées, semblait se confondre avec les murs. Suzanne était douée parce qu'elle savait se faire oublier. Au bout du couloir, dans une petite alcôve, attendait sa fille. Émilie Vasseur, 14 ans, leva les yeux en voyant sa mère approcher. Ses cheveux blonds tirés en une simple queue de cheval brillaient sous la lumière froide. Elle paraissait plus jeune que son âge, assise sur un banc, capitonnée, une adolescente comme les autres, sans doute un peu lasse, attendant la fin du service de sa mère. Sur ses genoux reposait un livre, pas un manuel scolaire, ni un roman, mais un vieux volume relié de cuir vert foncé, dont les lettres dorées du dos s'étaient presque effacées. « Ça va, ma chérie », murmura Suzanne en s'essuyant les mains sur son tablier. « Oui, maman, je lis un peu », répondit Émilie, d'une voix douce presque identique à la sienne. « Madame Delmas, dans la chambre 801, que ne va pas bien du tout », souffla Suzanne, son front se plissant d'inquiétude. Toute l'aile étendue. « Il s'inquiète », constata simplement Émilie. « Oui, son fils, Monsieur Marc Delmas, celui qui dirige le groupe maritime, est là depuis 1 semaine. Il a l'air épuisé. » Suzanne soupira et saisit un flacon de désinfectant. « Je dois faire sa chambre. Le docteur Moreau tient une réunion, il cherche encore. »« D'accord, maman. Je t'attends ici, » dit Émilie avec un petit sourire rassurant. « Ne bouge pas d'ici, » insista Suzanne. « Et surtout, évite l'infirmière Klein, elle est d'une exigence. »« Je sais. »« Promis, » répondit Émilie. Sa mère s'éloigna en silence. Émilie resta immobile, observant. Elle savait que « exigeante » signifiait qu'infirmière Klein ne supportait pas de voir une gamine de 14 ans traîner dans l'aile la plus exclusive de la clinique. C'était les vacances d'été, le service de sa mère durait 12 heures et elle n'avait nulle part d'autre où aller. Alors elle attendait et surtout elle observait. De son alcôve, Émilie pouvait voir le poste des infirmières, la porte vitrée de la salle de réunion où les médecins se retrouvaient,
et l'entrée de la suite 801. Cela faisait 4 jours qu'elle regardait, et elle commençait à discerner des schémas que personne d'autre ne voyait. La porte de la salle de réunion s'ouvrit. Un groupe d'hommes en blouse blanche en sortit visiblement fatigué et irrité. Le docteur Albert Moreau, 58 ans, marchait en tête. Grand aux cheveux d'argent, il n'avait jamais besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Il était le chef du service de diagnostic. Il fixait le dossier qu'il tenait comme si le papier l'avait offensé. « Cela n'a aucun sens, messieurs », déclara-t-il, la voix résonnant légèrement dans le couloir. « Nous avons tout analysé. Les enzymes hépatiques sont erratiques. La fonction rénale se dégrade et le cœur, ses arythmies complètement imprévisibles. » Le plus jeune de l'équipe, le docteur Benjamin Carrière, 30 ans, hésita avant de parler. « Albert, ces symptômes neurologiques empirent aussi. Confusion, fatigue. Cela semble systémique. Et si c'était environnemental, quelque chose dans sa chambre. » Le chef lui lança un regard glacial. « Docteur, ceci est le pavillon Élysée. L'air y est plus pur que dans une salle blanche. Nous avons testé la nourriture, l'eau, tout. Ce n'est pas environnemental. Mais la dégradation est trop rapide pour une simple vieillesse. » « Elle a 81 ans, insista Carrière. »« Justement. » Le docteur Moreau claqua presque des doigts. « Le corps faiblit, nous manquons la véritable cause. Retournez au laboratoire, refaites le panel auto-immun, cherchez quelque chose de rare. » Les médecins se dispersèrent abattus. Émilie les regarda s'éloigner. Elle avait entendu ce genre de conversation chaque jour. Les médecins cherchaient une explication compliquée, un zèbre dans un champ de chevaux, alors que la réponse était peut-être bien sous leurs yeux. Elle baissa les yeux vers son livre. C'était celui de son grand-père, le capitaine Robert Michel. Pour le monde, c'était un ancien militaire, décoré un héros de guerre, un légionnaire des unités qui n'existait pas officiellement. Pour Émilie, c'était simplement Cap. Il avait été infirmier de terrain dans les forêts tropicales du Vietnam. Mais ce n'était pas un simple soignant, c'était un biologiste de terrain. Sa vie et celle de ses hommes dépendèrent de sa capacité à distinguer la feuille qui guérissait de la racine qui tuait. Il avait tout appris à Émilie, non pas dans des livres, mais au cours de longues promenades dans les bois. Le monde murmure sans cesse, disait-il d'une voix râpeuse, mais la plupart des gens crient trop fort pour l'entendre. La nature, elle ne ment jamais. Il suffit d'apprendre sa langue. Ce livre était sa Bible, un guide pratique de botanique et de toxicologie, de terrain rédigé de sa propre main. Il contenait des dessins précis de plantes, des formules chimiques griffonnées dans les marges et des notes sur les antidotes. Pendant qu'Émilie tournait une page, sa mère Suzanne entrait dans la suite 801 avec son chariot. La porte se referma dans un léger déclic. Un nouvel arrivant, sorti de l'ascenseur, un homme d'une 50aine d'années, costume sur mesure, mallette élégante et sac cadeau de marque à la main. Il sourit chaleureusement à l'infirmière en chef. « Monsieur Sinclair !» s'exclama l'infirmière Klein, son visage sévère, s'adoucissant aussitôt. Elle a passé une mauvaise matinée. « Pauvre tante Éléonore !» répondit-il d'une voix douce et mielleuse. « Je suis venu lui apporter un peu de réconfort. » C'était Gérard Sinclair, le neveu de Madame Delmas. Émilie l'avait déjà vu plusieurs fois, il venait chaque après-midi, toujours avec un présent. « Monsieur Delmas est auprès d'elle », précisa l'infirmière. « Parfait, je vais passer la saluer. » Émilie l'observa marcher vers la chambre. Il y avait quelque chose d'étrange dans son sourire trop poli, trop figé, qui n'atteignait jamais ses yeux. La porte de la suite s'ouvrit. Marc Delmas, le fils de la patiente, en sortit. 55 ans, mais il en paraissait 20 de plus. Son costume était froissé, ses yeux cernés. « Gérard, tu es là. »« Comment va-t-elle »
demanda Sinclair en posant une main compatissante sur l'épaule de son cousin. Pire, répondit Marc d'une voix rauque. Ils ne savent pas. Ces médecins sont les meilleurs de France, et pourtant ils me disent que ma mère se meurt sans explication. Courage, mon ami, gardons confiance. Je lui ai apporté son thé préféré, ce mélange apaisant venu de Suisse, il l'aide toujours à se détendre. Je vais demander à l'infirmière de lui en préparer une tasse. Merci Gérard, tu es un homme bon. Alice, ma tante préférée, c'est la moindre des choses, répondit-il en souriant avant d'entrer dans la chambre. Quelques minutes plus tard, Suzanne sortit avec son chariot. Elle était pâle, pressée, le regard tendu. « Presque fini ma puce », murmura-t-elle en passant devant Émilie avant de filer vers le local d'entretien. Émilie attendit. 10 minutes s'écoulèrent. Gérard Sinclair ressortit à son tour de la suite 801 et remit à l'infirmière Klein une belle boîte métallique bleu foncé. Voici le mélange de camomille qu'elle aime tant. Assurez-vous qu'elle en ait une tasse bien chaude. C'est la seule chose qui calme son estomac. Bien sûr, monsieur Sinclair, répondit l'infirmière. Il lui tapota la main. Vous êtes un ange. Puis il s'éloigna, ajusta sa cravate et entra dans l'ascenseur. Dès qu'il eut disparu, l'infirmière se dirigea vers le poste de nutrition pour préparer l'infusion. Émilie observait tout chaque geste, chaque détail. Dans sa tête résonnait la voix de son grand-père. Regarde leurs mains. Quand les gens mentent, leurs mains ne mentent pas. Elle avait vu les mains de Gérard, en attendant l'ascenseur, croyant que personne ne le regardait. Il avait essuyé ses paumes sur son pantalon, comme pour se débarrasser de quelque chose. Une odeur s'éleva du poste de nutrition camomille, douce et herbacée. Mais sous cette senteur, Émilie perçut une autre note plus amère, subtile, une odeur de noisettes brûlées, presque d'amande amère. Elle ouvrit aussitôt le livre de son grand-père, passa les chapitres sur les champignons et les venins de serpent, jusqu'à trouver celui sur les poisons cardiaques. Elle s'arrêta sur la page, rechercher une illustration détaillée d'une fleur aux clochettes violettes, Digitalis purpurea, la digitale pourpre. Sous le dessin, l'écriture ferme de son grand-père, nom populaire, gant de la mort. Poison cumulatif. De petites doses répétées s'accumulent, imitant l'insuffisance cardiaque et la vieillesse. Symptômes, nausées, confusion, faiblesse, pouls lent. Signes typiques. Le patient se plaint que les lumières paraissent jaunes. Facile à ignorer, difficile à tracer. Un froid serra le ventre d'Émilie. Elle se souvint des paroles échangées la veille entre deux infirmières. L'une d'elles avait dit étonnée. « C'est curieux, Madame Delmas se plaint sans cesse que la lumière est trop jaune. Nous avons examiné ses yeux, ils vont parfaitement bien. » Émilie comprit. Ce n'était pas la vieillesse, ce n'était pas une maladie. Madame Delmas n'était pas en train de mourir naturellement. On l'empoisonnait. Émilie fixa la porte de la suite 801, puis sa mère qui nettoyait le couloir plus loin, silencieuse et absorbée. Elle savait. Cette fille de 14 ans, assise dans un couloir d'hôpital, avec le livre d'un mort sur les genoux, savait quelque chose que 20 spécialistes ignoraient. Madame Delmas ne mourait pas, on la tuait. Le monde se réduisit soudain à 3 choses, le livre sur ses genoux, le cliquetis régulier de la cuillère de l'infirmière Klein, remuant le thé et les battements précipités de son cœur. Les mains d'Émilie étaient glacées. Elle fixait les mots poison cumulatif. De petites doses qui s'accumulent avec le temps. Les visites quotidiennes, le mélange spécial, les douleurs d'estomac que le thé était censé apaiser. Ce thé ne soulageait pas la maladie, il en était la cause. Gérard Sinclair apportait à sa tante un réconfort qui arrêtait lentement son cœur. Émilie leva les yeux. L'infirmière Klein, au poste de nutrition, versa de l'eau bouillante d'une bouilloire d'argent dans une tasse en porcelaine fine.
La vapeur s'éleva en un mince nuage. Elle laissa tomber dans l'eau une boule à thé remplie des feuilles du fameux mélange bleu. L'horloge murale indiquait 15h15. Dans 2 minutes, l'infusion serait prête. Dans 3, elle serait au chevet de Madame Delmas. Une panique glaciale envahit Émilie, elle devait agir. Elle se leva brusquement. Le lourd livre de cuir glissa de ses genoux et heurta le carrelage dans un bruit sec. L'infirmière leva aussitôt les yeux, le visage crispé d'agacement. « Voyons, jeune fille, ceci est un hôpital, pas une bibliothèque. » Le visage d'Émilie s'empourpra. « Pardon, j'ai laissé tomber mon livre. »« Ah, je vois bien, » répondit l'infirmière avant de se retourner vers le thé. Elle tapotait du pied impatiente. « Vous devriez être au rez-de-chaussée, pas ici. »« Ma mère termine son service, » balbutia Émilie. « Je sais où est votre mère, » rétorqua sèchement Klein, retirant l'infuseur et posant la tasse sur un plateau d'argent. Ces mots étaient tranchants, faits pour blesser. D'habitude, ils y parvenaient, faisant sentir à Émilie combien elle était à sa place nulle part. Mais cette fois, la morsure des mots ne comptait pas. Elle ne voyait plus que la tasse, le patient se plaint de halo jaune autour des lumières. Madame Delmas voyait le poison. L'infirmière prit le plateau, parfaitement équilibré, et commença à marcher vers la chambre 801. La voix du grand-père d'Émilie résonna dans sa tête, non plus celle du pédagogue, mais du capitaine. Il y a un temps pour réfléchir et un temps pour agir. Si tu les confonds, tu es perdu. Émilie bougea. Elle sortit de son alcôve et se plaça directement devant l'infirmière. « Excusez-moi, infirmière Klein. » Cette dernière soupira exaspérée. « Quoi encore ? J'apporte un médicament. »« Ce n'est pas un médicament, » dit Émilie. Sa voix tremblait, mais elle restait claire. Les yeux de l'infirmière se plissèrent. « C'est une tisane, commandée par la famille de la patiente pour la détendre. Maintenant, écartez-vous. S'il vous plaît, ne lui donnez pas ça. » Ça suffit. Klein tenta de passer, mais Émilie fit un pas de côté pour lui bloquer la route. C'est le thé, il la rend malade. Une ombre de stupeur traversa le visage de l'infirmière avant de se changer en fureur. Comment osez-vous? Vous êtes la fille d'une femme de ménage, vous ne savez rien. Vous interférez avec les soins, partez d'ici, où je fais venir la sécurité. Vous et votre mère serez renvoyés sur le champ. La menace frappa Émilie en plein cœur. Dans sa tête surgit l'image de sa mère, les longues heures, les pieds endoloris, la peur constante de perdre ce travail, le meilleur qu'elle ait jamais eu. Au bout du couloir, Suzanne revenait avec son seau et son balai. Elle aperçut la scène sa fille, face à l'infirmière, et la panique déforma son visage. « Émilie !» cria-t-elle, la voix tendue. Émilie laisse l'infirmière tranquille, revient ici. Mais la jeune fille ne bougea pas. Elle regarda la tasse, puis le visage rouge de colère de Klein. « C'est du poison, » lança-t-elle plus fort. « De la digitale. » L'infirmière bondit, voulant passer en force. Émilie n'essaya pas de la retenir. Elle fit la seule chose qu'elle pouvait. Elle frappa le plateau de toutes ses forces. Ce n'était pas un geste réfléchi, c'était un acte désespéré d'enfant. Le plateau bascula, la tasse, la cuillère, et la bouilloire d'argent s'envolèrent. Le thé brûlant et d'un jaune pâle éclaboussa le sol. La porcelaine se brisa dans un craquement sec. Une éclaboussure atteignit la main d'Émilie, elle la retira d'un cri bref de douleur. Le silence tomba total, tranchant. L'infirmière resta figée, son uniforme blanc taché de thé, le visage d'abord livide, puis cramoisi. Elle tremblait de rage. « Vous l'avez fait exprès », siffla-t-elle. Suzanne accourut, lâchant le manche de son seau, qui tomba bruyamment. « Mon Dieu, infirmière Klein, je suis désolée, Émilie. » Elle attrapa le bras de sa fille. « Qu'est-ce qui te prend? Tu es folle. »
Les larmes lui montaient aux yeux, la panique la rendait incohérente. « Madame, je vais nettoyer, je paierai la tasse. Émilie, excuse-toi tout de suite. » À cet instant, la porte de la suite 801 s'ouvrit. Marc Delmas se tenait dans l'encadrement de la porte. Ses yeux rougis trahissaient des nuits sans sommeil. Il regarda tour à tour la tasse brisée, l'infirmière furieuse et Suzanne qui secouait sa fille. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix grave résonna dans le couloir. « Ma mère essaie de se reposer. Monsieur Delmas, je suis terriblement désolé pour ce désordre, » s'exclama l'infirmière Klein d'une voix aiguë. « Cette fille m'a agressé. Elle a volontairement renversé le thé sur le sol. » À ce moment, le docteur Benjamin Carrière sortit de la salle de réunion attiré par le bruit. « Que se passe-t-il? Tout le monde va bien ?» demanda-t-il en s'approchant. Il fut le premier à remarquer qu'Émilie tenait sa main brûlée contre elle. « Vous êtes blessé, » dit-il doucement en voulant examiner sa peau. « Elle va très bien, » trancha l'infirmière. « Elle n'a rien à faire ici. Sa mère devrait être renvoyée. » Suzanne eut un sursaut comme frappée. « S'il vous plaît, monsieur, docteur, elle a trébuché, c'est tout. C'est une enfant maladroite. Nous partons tout de suite. » Elle tenta d'emmener Émilie vers l'ascenseur de service, loin du danger, mais la fillette se dégagea. Sa main la brûlait, la peau rougie pourtant, son regard restait fixé sur Marc Delmas. Ce n'étaient pas les yeux d'une enfant effrayée, c'étaient les yeux de son grand-père, calme et déterminé. « Je suis désolée d'avoir renversé le thé, » dit-elle d'une voix claire qui résonna dans le silence. « Mais je ne regrette pas qu'il soit tombé. » Tous se figèrent. Marc la dévisagea longuement. C'était un homme qui avait bâti un empire, un homme qui savait lire les gens. Il vit la défiance dans ce regard, mais aussi la certitude. « Pourquoi ?» demanda-t-il, simplement d'une voix posée. L'infirmière s'empressa d'intervenir. « Monsieur Delmas, ne l'écoutez pas, elle délire. Elle a dit des choses terribles, elle a affirmé que... » « Laissez-la parler, » coupa Marc. Le docteur Moreau arriva à son tour sombre et rigide. « Infirmière, que se passe-t-il ici? »« Elle profère des accusations insensées, docteur, » répondit Klein. Suzanne en pleurs supplia « Monsieur Delmas, docteur, je vous en prie, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Nous partons. »« Pourquoi ?» répéta Marc, ne regardant qu'Émilie. Celle-ci inspira profondément, puis pointa du doigt le thé renversé, déjà tiède sur le sol brillant. « Parce que c'est du poison. » Le mot tomba comme une pierre dans l'air stérile. Le docteur Moreau fit un pas en avant. « Qu'avez-vous dit? »« Elle est folle, » siffla l'infirmière, les bras croisés. « Elle accuse M. Sinclair d'empoisonner sa propre tante. Elle a parlé de digital. » Le médecin eut un rire bref et moqueur. « De la digital digitalis. C'est un médicament pour le cœur jeune fille. Nous ne sommes pas des imbéciles. Un surdosage aurait été visible sur les analyses, or ces taux sont normaux. C'est précisément pour cela que vous ne voyez rien, » répondit Émilie en soutenant son regard. « Vous cherchez le médicament, pas la plante. Le médicament n'est qu'une partie du poison. La plante brute contient d'autres substances qui s'accumulent invisibles au test sanguin classique. » Puis elle se tourna vers le docteur Carrière. « Vous disiez que ces symptômes étaient systémiques et environnementaux. C'est vrai. L'empoisonnement vient du thé. » Le jeune médecin la regarda, bouche entr'ouverte. Le docteur Moreau éclata. « C'est absurde. » Puis se tournant vers Suzanne. « Madame, vos services ne sont plus requis ici. Quittez les lieux immédiatement. » Suzanne laissa échapper un sanglot étranglé. C'était fini. Sa vie venait de s'effondrer. Elle attrapa le bras de sa fille. « Viens, Émilie, on s'en va. »« Attendez. » Le mot fut prononcé calmement, mais il avait la force d'un ordre. Marc Delmas n'avait pas bougé.
Il regardait la boîte métallique bleue posée sur le comptoir du poste de nutrition, celle laissée par l'infirmière. Puis il se tourna vers Émilie, le visage traversé par la confusion et le désespoir. Il était un homme en train de se noyer, et cet enfant venait de lui jeter une corde folle improbable, mais la seule. Comment sais-tu cela? Comment connais-tu le mot digitalis? Émilie se pencha, sa main lui lançait. Elle ramassa le livre de cuir tombé au sol et le serra contre elle. « C'est mon grand-père qui me l'a appris. Il était infirmier militaire. Il m'a appris à voir ce que les autres ne remarquent pas. » Marc regarda le livre, puis le thé renversé, puis le chef de service qui, depuis une semaine, ne lui avait donné aucune réponse, avant de reposer les yeux sur la fillette qui venait de lui en offrir une. « Donnez-moi cette boîte », ordonna-t-il à l'infirmière. « Monsieur Delmas. » La boîte. Tremblante. Klein obéit. « Et vous, docteur Carrière, procurez-moi un sachet d'échantillons. Nous allons faire analyser ce thé. Nous allons tout tester. » Le docteur Moreau tenta d'intervenir. « Monsieur Delmas, c'est hautement irrégulier. On ne peut pas baser des décisions médicales sur les divagations d'une enfant. » Marc se tourna lentement vers lui, son regard d'acier froid. « Ce matin, vous m'avez dit que vous n'aviez plus de pistes. Vous m'avez dit de me préparer au pire. Vous m'avez dit que quelque chose vous échappait. Peut-être qu'elle vient de le trouver. » Le silence tomba à nouveau dans le couloir, tendu comme du verre prêt à se briser. Le visage du docteur Moreau se figea dans une expression d'offense professionnelle. « Monsieur Delmas, vous commettez une grave erreur de jugement. Ceci est un hôpital, pas un théâtre pour vos drames familiaux. »« C'est la vie de ma mère, docteur, » dit Marc d'une voix basse et dangereuse. « Et dans cette aile, mon jugement est le seul qui compte. Vous m'avez dit que vous n'aviez plus d'idées. Eh bien, en voilà une nouvelle. » Le jeune médecin Benjamin Carrière regarda tour à tour son supérieur et Marc Delmas, puis il prit sa décision. « Monsieur, apportez-moi un kit de prélèvement stérile. Je veux un échantillon du liquide sur le sol, les feuilles de l'infuseur et la boîte entière. » Marc désigna du doigt la scène. « Apportez tout cela vous-même au laboratoire de toxicologie. Dites-leur que je veux une analyse complète du spectre, pas seulement ce qu'ils s'attendent à trouver. Qu'ils recherchent tous les alcaloïdes végétaux possibles, qu'ils utilisent la chromatographie liquide et la spectrométrie de masse, et qu'ils cherchent la digitale. » Le docteur Moreau recula d'un pas. « C'est un gaspillage complet du temps et des ressources de notre laboratoire. Les résultats que vous avez déjà viennent d'un test de spectrométrie de masse. Alors, refaites-le. » répliqua Marc. Sa voix n'était pas forte, mais elle frappa le couloir comme un coup de marteau. Refaites-le autrement. Comparez avec un échantillon botanique. Peu importe ce que cela coûte. Faites-le maintenant. Le docteur Carrière acquiesça sérieux. « Tout de suite, monsieur Delmas. » Il se précipita vers le poste infirmier, prit des kits de prélèvement et des sacs à échantillons. Il manipula le thé renversé et la boîte bleue avec un respect nouveau. Ce n'était plus un médecin obéissant à un riche patient, mais un enquêteur sur une affaire criminelle. Marc se tourna vers les autres. L'infirmière Klein restait figée, sa blouse éclaboussée. « Infirmière, » dit-il. « Monsieur, » répondit-elle d'un ton sec. « Prenez une serpillière. Nettoyez. » Les yeux de Klein s'écarquillèrent. C'était une tâche de femme de ménage, une humiliation volontaire. « Monsieur Delmas, je suis l'infirmière en chef sur cet étage et ce désordre. »« Nettoyez, » répéta-t-il. Le visage de l'infirmière vira au rouge violacé. Elle regarda le docteur Moreau, mais celui-ci s'était détourné raide, fixant les grandes fenêtres du couloir. Vaincue, elle partit d'un pas raide vers le placard d'entretien, celui de Suzanne. Enfin, Marc posa son regard sur Suzanne et Émilie.
Suzanne tremblait tenant le bras de sa fille si fort qu'elle semblait vouloir la faire disparaître. « Monsieur Delmas, je vous en prie, nous allons partir, je vais ranger mes affaires. »« Vous n'irez nulle part, » répondit-il. Suzanne se figea. « Monsieur, vous n'êtes pas renvoyé. Pas encore. » Il baissa les yeux vers Émilie. La fillette n'avait pas bougé. Sa main brûlée était toujours serrée contre elle, mais son regard restait stable. « Toi, la jeune fille, comment t'appelles-tu? »« Émilie, monsieur. »« Et ta mère? »« Suzanne Vasseur. »« Madame Vasseur, » dit-il d'une voix légèrement adoucie. « Votre fille vient de formuler une accusation extraordinaire. Une accusation qui vise mon cousin pour un acte impensable et qui insinue que le meilleur esprit médical du pays est incompétent. » Il désigna le dos rigide du docteur Moreau. « Si elle se trompe, elle a provoqué un scandale sali, un homme honorable et gaspillé mon temps. Si elle se trompe, vous serez évidemment renvoyé, et je ferai en sorte que votre réputation à Paris soit détruite. » « Compris. » Suzanne émit un petit gémissement étouffé et hocha la tête, incapable de parler. Marc inspira profondément, puis s'agenouilla devant Émilie. Le geste maladroit dans son costume hors de prix surprit tout le monde. Il était maintenant à sa hauteur. « Si tu as raison, si ce que tu dis est vrai. » Il ne termina pas la phrase. L'air lourd suffisait à en dire plus. Il regarda sa main brûlée. « Ta main, » dit-il. « Ce n'est rien, » murmura Émilie. « Si c'en est. » Il leva les yeux. Le docteur Carrière revenait déjà tenant un sac scellé contenant la boîte bleue. « Docteur, avant d'aller au laboratoire, soignez cette brûlure. Ensuite, faites les analyses. »« Bien sûr, monsieur Delmas. » Le médecin sortit une trousse de premier secours, appliqua un gel apaisant et banda la main d'Émilie avec un soin méticuleux. Son geste était tendre, presque admiratif. « Merci, » souffla la jeune fille. « Maintenant, » dit Marc en se redressant, « vous et votre fille allez attendre avec moi. »« Attendre? Où ça? » demanda Suzanne désemparée. « Dans la salle de réunion. Je veux vous garder à portée de vue. » Il se tourna vers le chef de service. « Docteur Moreau, vous nous accompagnez. » Celui-ci pivota lentement le visage fermé. « J'ai de vrais patients à soigner, monsieur Delmas. Je serai dans mon bureau. Je fais confiance au docteur Carrière pour lire un rapport d'analyse. Ce cirque est indigne de moi. »« Parfait. Votre dignité vous appartient, ma mère m'appartient. » Marc désigna la salle vitrée. « Après vous, madame Vasseur. » Suzanne, livide et tremblante, avança sur des jambes flageolantes dans la pièce. Émilie la suivit, puis s'arrêta une seconde sur le seuil. Elle jeta un dernier regard en arrière. L'infirmière Klein, agenouillée, passait la serpillière d'un geste raide et furieux. Le docteur Carrière marchait déjà vers les ascenseurs, tenant le sac d'échantillons comme une bombe. Le docteur Moreau avait disparu. L'ordre établi du pavillon Élysée venait en quelques minutes d'être entièrement renversé. Émilie inspira profondément et entra dans la salle de conférence. Marc la suivit et referma la porte derrière eux. Le bruit du verrouillage fut discret, feutré presque trop cher pour être réel. La pièce, comme le reste du pavillon, respirait le luxe, une immense table d'un seul tenant en bois sombre, polie, entourée de fauteuils de cuir. Un mur entier de verre donnait sur le jardin privé de la clinique. Marc Delmas ne prit pas place en bout de table. Il s'assit près de la fenêtre. Il fit signe à Suzanne et à Émilie de s'asseoir, mais pas autour de la table. 2 petits fauteuils tapissés étaient placés dans un coin. Le message était clair, elle n'étaimata ses invités, mais ses accusés. Suzanne se posa aussitôt raide, prête à s'effondrer. Émilie s'assit à côté d'elle, posa le livre de son grand-père sur ses genoux et garda les yeux baissés. Le silence était pesant. Les minutes passèrent
5-10. Suzanne triturait un fil lâche de son uniforme gris, ses lèvres remuaient sans qu'aucun son n'en sorte. Elle priait. Marc lui fixait la fenêtre. Son téléphone vibrait sur la table, il l'ignora, puis encore et encore. Émilie ne bougeait pas, concentrée sur le rythme de sa respiration, comme son grand-père le lui avait appris. Dans la jungle à tendre est la partie la plus difficile, disait Cap. L'ennemi, c'est le bruit dans ta tête. Ne l'écoute pas. Écoute le monde. Attends le signal. Elle attendait le signal. Enfin, Marc parla sans se tourner vers elle. « Ce livre ?» Émilie sursauta légèrement. « Monsieur, le livre sur vos genoux, vous avez dit qu'il appartenait à votre grand-père ?»« Oui, monsieur, il l'a écrit. » Cette réponse fit tourner la tête de Marc. Il observa le vieux cuir usé. « Écrit. » « Je pensais que c'était un manuel ancien. »« Non, monsieur, ce sont ses notes. » Il était infirmier pendant la guerre, mais aussi botaniste. Il étudiait les plantes, surtout celles qui pouvaient nuire. Il devait le faire pour protéger ses hommes. Un héros de guerre, murmura Marc songeur. Il prit enfin son téléphone et lut un message le front plissé. Le laboratoire aura besoin d'un peu de temps. Au moins 1 heure peut-être davantage pour les tests. Il reposa l'appareil et fixa à nouveau Émilie, la jaugeant comme un adversaire lors d'une négociation. « Pourquoi as-tu fait ça, Émilie, vraiment? Pas le discours héroïque, la vérité. Pourquoi as-tu renversé ce plateau? Tu as entendu ce que l'infirmière a dit, tu as vu ta mère paniquer, tu savais que vous risquiez de tout perdre. Et tu l'as fait quand même. » Suzanne haleta. « Monsieur Delmas, je vous en supplie, c'est une enfant. »« Non, coupa-t-il, elle n'est pas juste une enfant. Une enfant aurait pleuré. Une enfant aurait eu peur de l'infirmière. Elle non. Elle avait peur de la tasse. »« Pourquoi ?» Émilie regarda sa mère puis Marc. « Parce que vous étiez le seul à me croire, dit-elle. »« Je ne t'ai pas cru, répondit-il surpris. »« Pas maintenant, avant, il y a 4 jours, quand vous êtes arrivé. Vous disputiez le docteur Moreau. Il disait que votre mère était âgée, que ces choses arrivaient. Et vous vous avez répondu. Ma mère jouait encore au tennis le mois dernier. Ce n'est pas l'âge. C'est autre chose. Trouvez-la. » Marc resta interdit. Il se souvenait parfaitement de cette scène, près des ascenseurs à voix basse et serrée. « Tu as entendu ça? »« J'entends tout, » répondit Émilie simplement. « Je m'assieds dans l'alcôve. Les gens ne me voient pas. Ils parlent comme si je n'existais pas. »« Et tu as entendu les infirmières, devina Marc. »« Oui. Elles parlaient des lumières jaunes. Dans le livre de mon grand-père, c'est un signe classique d'empoisonnement à la digitale. » Elle pensait que c'était ses yeux. Marc serra les mâchoires. « Et mon cousin Gérard. »« Il apporte le thé, » dit Émilie. « Tous les jours. Et chaque jour, environ 1 heure après son départ, elle va plus mal. Les infirmières l'ont remarqué aussi. Elle disait que ses visites la fatiguaient. Elle croyait que c'était émotionnel. » Un froid terrible passa sur le visage de Marc Delmas. Dans sa tête, les pièces s'emboîtaient, la chronologie, le thé spécial, que Gérard insistait pour apporter l'aggravation constante des symptômes. Gérard Sinclair, souffla-t-il pour lui-même. Il dirige la fondation familiale. Il gère ses comptes. Son regard revint vers Émilie. « Si tu as raison, tu viens de lui sauver la vie. » Il se tourna vers Suzanne. « Et si tu as tort, tu viens de détruire la mienne. » Suzanne éclata en sanglots silencieux. « Émilie, et si tu te trompais, et si ce n'était que de la camomille? » Émilie prit sa main valide et la posa sur celle de sa mère. Sa voix était calme, ferme. « Ce n'en était pas, maman. Je l'ai senti. »« Senti, répéta Marc. « Oui,
Mon grand-père me l'a appris aussi. Il disait que la plupart des poisons ont un partenaire quelque chose pour masquer le goût ou l'odeur. La camomille est parfaite pour ça. Son parfum couvre tout. Mais il disait aussi, la digitale séchée, elle garde une odeur d'amande brûlée. Amande brûlée, répéta Marc blême. Émilie hocha la tête. Quand l'infirmière a versé l'eau chaude, je l'ai senti, juste une seconde, et j'ai su que j'avais raison. Ils se turent. Le silence, cette fois, n'était plus celui de la peur, mais celui où la vérité commençait à se frayer un chemin. Cette fois, le silence était différent. Ce n'était plus le doute, mais la peur partagée. Le docteur Carrière apparut à la porte livide, tenant une feuille du laboratoire. Suzanne Vasseur cessa de respirer, et Marc Delmas se leva si brusquement que sa chaise faillit tomber. Le visage du médecin tremblait quand il dit que le labo n'avait rien trouvé. Au début, c'était masqué, mais qu'avec un criblage botanique complet, le thé était lourdement contaminé. Non seulement de la digitale pourprée, mais Digitalis lanata. La digitale laineuse, 10 fois plus puissante et mélangée à un composé du laurier rose. 2 poisons cardiaques qui se renforcent mutuellement pour former un cocktail destiné à imiter une insuffisance cardiaque progressive et indétectable. Le docteur Moreau, pâle comme la cendre, regarda le rapport, puis la fillette. Marc s'abrita contre le mur, la main sur la bouche. Les épaules secouées, il venait de comprendre que son propre cousin assassinait sa mère. Suzanne émit un sanglot d'incrédulité. Émilie serra le livre de son grand-père en silence, sa main bandée, pulsant de douleur, le signal était venu, elle avait eu raison. Dans le couloir stérile, la bombe avait explosé. Le silence était l'éclat, la vérité, l'onde de choc. La carrière du docteur Moreau venait de voler en éclats, mais Marc ne resta pas figé. La peur se mua en action. L'antidote maintenant, ordonna-t-il d'une voix rude. Carrière répondit que c'était une intoxication digitalique et qu'il fallait du Digifab, l'anticorps qui lie la toxine en dose massive et qu'on prévienne la pharmacie immédiatement. Moreau tenta de s'imposer pour superviser, mais Marc trancha sans pitié. C'est le docteur Carrière qui dirige les soins de ma mère. Alors qu'on s'agitait, Émilie prit la parole calmement. Ce n'est pas seulement le poison. Elle montra une note du livre de son grand-père, expliquant que ces poisons empêchent le cœur d'utiliser le potassium. L'antidote neutralise la toxine, mais il faut redonner de la nourriture au cœur. Carrière comprit aussitôt l'arythmie chaotique, s'explique parce que le potassium est bloqué. Il ordonna une perfusion de potassium en urgence, en plus du Digifab. Seuls dans la salle, Marc, Suzanne et Émilie virent la rage de Marc se transformer en plan d'action. Il comprit le mobile, l'argent, la fondation, l'héritage géré par Gérard Sinclair et appela Franck son responsable. Boucler la clinique. Personne nommé Gérard Sinclair ne sort. Retrouve-le, récupère les caméras. Sa voiture utilisait tous les moyens. Il raccrocha sans attendre de réponse. Il se tourna vers Suzanne et Émilie, 2 témoins pâles, face à une autorité qu'elle n'avait jamais connue. « Vous aussi, dit Marc, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes les seuls à avoir tout vu. Vous êtes des témoins essentiels. » Monsieur Delmas bégaya Suzanne, « Nous n'irons nulle part. Nous ferons tout ce que vous demanderez. » « Vous l'avez déjà fait, » répondit-il en regardant Émilie, et son regard se fit plus doux. « Vous lui avez sauvé la vie. Toi, une fille de 14 ans, avec un livre, alors que les meilleurs médecins du pays laissaient ma mère mourir. »« J'ai juste vu, » murmura Émilie. « Je ne pouvais pas me taire. »« Tu as le courage de ton grand-père, » dit Marc. « C'est une chose rare. » La porte s'ouvrit. L'infirmière Klein entra les traits tirés encore tremblante, après avoir fini de nettoyer le sol.
Elle essayait de faire semblant que le monde n'avait pas basculé. « Monsieur Delmas, le sol est propre. Y a-t-il autre chose ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Marc tourna la tête. Son regard était d'acier. « Infirmière, vous allez désormais obéir au docteur Carrière. Vous suivrez ses ordres à la lettre. Vous ne me parlerez pas, vous ne parlerez pas à ma mère, ni à cet enfant ou à sa mère, sauf avec le plus grand respect. Est-ce clair? » Le visage de Klein se décomposa. Tout ce qu'elle avait nié le thé renversé, les accusations, tout était vrai. « C'était vrai, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit Marc. Son masque professionnel se brisa. Elle voyait déjà sa carrière, sa retraite, toute sa vie s'effondrer. Elle avait voulu faire renvoyer l'héroïne du jour, avait menacé une enfant qui venait de sauver la patiente la plus importante de la clinique. « Je suis désolé, monsieur Delmas, madame Vasseur. Je ne savais pas, je suivais juste le protocole. » Suzanne, qui avait vécu 8 ans dans la peur de cette femme, releva la tête. Sa voix tremblait, mais chaque mot était clair. « Vous avez menacé ma fille. Vous m'avez menacé parce que vous ne vouliez pas écouter. Vous lui avez dit qu'elle n'était qu'une fille de femme de ménage. » L'infirmière fléchit sous le poids de ces mots. Marc intervint d'un ton glacial. « Vous êtes mise à l'épreuve dès maintenant. Une seule plainte, une seule parole, déplacée envers un membre du personnel, quel qu'il soit, et vous êtes renvoyé. Pas seulement d'ici, mais de partout. Compris? »« Oui, monsieur. Merci, monsieur. » Elle recula terrifiée et quitta la pièce précipitamment. Suzanne expira longuement tremblante. Elle n'avait jamais osé parler ainsi à quelqu'un d'autorité. Marc se tourna vers elle, l'énergie du moment s'éteignant peu à peu. Il paraissait épuisé, vidé jusqu'à l'os. « Vous ne pouvez pas rester dans ce coin, pas comme ça, et vous ne pouvez pas retourner dans le couloir. » Il désigna la grande table de conférence. « Asseyez-vous là, toutes les deux. » Ce n'était ni un ordre, ni une demande, mais un changement de monde. Suzanne observa le fauteuil, un siège réservé aux dirigeants, aux milliardaires. Elle hésita, puis s'assit lentement. Émilie prit place à côté d'elle, posant sa main bandée sur le bois sombre et froid. Elles n'étaient plus les invisibles dans l'ombre, elles étaient à la table. « Je dois aller la voir, » dit Marc. « Être là quand ils lui administreront l'antidote. Quand je saurai qu'elle est hors de danger. Attendez-moi ici, j'aurai besoin de vous parler ensuite. » « Bien sûr, monsieur Delmas, » répondit Suzanne d'une voix plus assurée. « Nous attendrons. » Marc hocha la tête. « Madame Vasseur, merci. Et votre fille, elle est remarquable. Vous pouvez être fière. » Suzanne regarda Émilie. Les larmes qu'elle retenait depuis des heures, peut-être des années, coulèrent enfin, des larmes de peur, de soulagement, et d'une fierté si profonde qu'elle faisait mal. « Je le suis, » murmura-t-elle, « plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Marc acquiesça, le visage traversé d'un mélange de gratitude et de rage contenue. Il quitta la salle, marcha d'un pas ferme vers la suite 801, prête à livrer bataille, et ouvrit la porte. Suzanne et Émilie restèrent seules dans la vaste salle silencieuse, 2 silhouettes minuscules à une table de géant. La main d'Émilie battait sous le bandage, la fatigue l'écrasait. Elle laissa enfin retomber ses épaules. « Émilie, » dit Suzanne, la voix chargée d'émotion, « tu as été incroyable. Tu étais comme lui, comme Cap. »« J'avais peur, maman, » admit Émilie. « Moi aussi, ma chérie. » Suzanne se leva, s'assit à côté d'elle et l'enlaça, la serrant contre elle. « Mais tu l'as fait. Tu as eu du courage. Et tu avais raison. Tu as sauvé cette femme. » Émilie posa la tête sur l'épaule de sa mère. Une enfant de 14 ans qui venait d'affronter médecins, infirmières et milliardaires.
Elle ferma les yeux. Pour la première fois de la journée, elle se sentit en sécurité. Dehors, la clinique bourdonnait d'une agitation feutrée. Dans la suite 801, le docteur Carrière et son équipe administraient le Digifab, 4 poches suspendues, et une perfusion de potassium coulait lentement dans le bras de Madame Delmas. Marc, debout près de la fenêtre, tournait le dos à la pièce. Il ne bougeait pas. Le docteur Moreau se tenait dans l'encadrement de la porte, observant sans pouvoir entrer. Il était devenu un fantôme dans son propre hôpital. Dans le hall, 4 hommes en costume sombre sortirent d'un ascenseur privé et parlèrent brièvement au chef de la sécurité. En quelques minutes, le bâtiment fut bouclé. Le visage de Gérard Sinclair apparut sur tous les écrans de surveillance et l'attente commença. Suzanne et Émilie patientèrent dans la salle de conférence. 1 heure passa, puis 2. Le soleil se couchait, la lumière dorée virait au gris. Suzanne dut s'assoupir, car elle sursauta quand la porte s'ouvrit. Marc Delmas entra vieilli de 10 ans, mais libéré du poids qui l'écrasait le matin. « Elle est stable », dit-il, la voix tremblante. Le docteur Carrière a réussi. Son rythme cardiaque se régularise. Elle s'est réveillée. Suzanne porta la main à son cœur. « Mon Dieu, merci. Elle m'a demandé, » ajouta Marc avec un sourire bouleversé. Elle savait qui j'étais. Elle a dit que les halos jaunes avaient disparu, que les lumières étaient redevenues blanches. Il entra non plus en chef, mais en fils reconnaissant. Elle n'est pas encore hors de danger, mais le docteur Carrière est confiant. Les toxines ont fait beaucoup de dégâts, mais elle vivra. Il s'arrêta devant la table et fixa Émilie. La police est là. Ils parlent à Gérard. Mon équipe l'a trouvé à son club, il fêtait quelque chose. Dans sa mallette, il y avait un Nouveau Testament, il s'était tout légué. Suzanne blêmit. Ils voudront t'interroger, Émilie, pour ton témoignage. Est-ce que cela te va? Oui, monsieur, répondit-elle. Mais cela peut attendre, reprit Marc. Il s'assit face à elle. Nous devons parler de votre avenir, Madame Vasseur. Suzanne pâlit. Mon avenir, monsieur. Vous ne pouvez plus travailler ici. Après tout cela, pas comme femme de ménage. Votre fille vient de prouver que la personne la plus précieuse de cet hôpital n'était pas le chef du diagnostic, mais celle qui savait observer. Et c'était la fille qui a compris. Il regarda Émilie. Tu as un don. Ton grand-père t'a bien formé. Et je parie que tu en sais plus que ce qu'il y a dans ce livre. J'aime lire des revues médicales en ligne, avoua-t-elle. Je m'en doutais, sourit Marc. Tu devrais être dans une école spécialisée à l'université, dans un laboratoire, pas dans un couloir d'hôpital. Il se tourna vers Suzanne. Je vais créer un fonds d'études pour Émilie. Il couvrira toute sa scolarité dans l'école ou l'université qu'elle voudra jusqu'à la faculté de médecine si c'est son choix. Suzanne resta bouche bée, incapable de parler. Marc poursuivit. Et pour vous, Suzanne, je vous dois une dette impossible à rembourser. Vous avez été exploitée et ignorée pendant 8 ans. Cela s'arrête ici. Vous recevrez une compensation assez pour ne plus jamais passer la serpillière, pour acheter une maison, pour voir votre fille obtenir son diplôme. Il prononça un chiffre. Suzanne en eut le souffle coupé. Monsieur Delmas, c'est trop. Ce n'est pas assez, répondit-il. C'est ce que vous méritez, mais j'ai une seule condition. Tout ce que vous voudrez, dit Suzanne. Ma mère est en vie grâce à vous. Elle est seule. Sa famille, vous l'avez vu, était son poison. Quand elle ira mieux, j'aimerais que vous lui rendiez visite, comme des amis, pas comme employés. Je crois qu'elle aimerait connaître la jeune fille qui lui a sauvé la vie. Moi aussi, j'aimerais la rencontrer, répondit Émilie avec un sourire sincère. 3 semaines plus tard, le monde avait changé de couleur.
Suzanne Vasseur se tenait dans la cuisine de leur nouvel appartement. Ce n'était pas un palais, mais un 2 pièces claires dans un bon quartier, avec un petit balcon donnant sur un parc. Pour elle, c'était tout. Le vrai soleil, pas la lumière froide de l'hôpital, emplissait la pièce. Elle déballait un carton, marqué cuisine, vêtu d'un jean et d'un pull rouge. Elle n'avait pas remis son uniforme gris depuis 21 jours. Parfois, elle se réveillait encore, en sursaut, croyant être en retard, avant de se rappeler qu'elle n'aurait plus jamais ce service à faire. Dans le salon, Émilie travaillait à un nouveau bureau en bois couvert de livres neufs, biologie, avancée, chimie organique, pharmacologie. Le fonds d'études de Marc Delmas l'avait inscrite dans la meilleure école préparatoire du pays avec un programme de niveau universitaire. Et elle absorbait tout comme une éponge. Sur une petite étagère au-dessus du bureau, en un lieu d'honneur, reposait un vieux livre relié de cuir. Son dos était usé, ses pages souples. « Je n'arrive toujours pas à y croire », dit Suzanne en rangeant une tasse dans le placard. Cet endroit, ses vêtements, le fait de ne plus avoir à se cacher. Tout cela me paraît irréel. « C'est réel, maman », répondit Émilie sans lever les yeux de son bureau. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur. » Suzanne s'approcha et posa une main sur les cheveux blonds de sa fille. « Je suis tellement fière de toi, de ce que tu as fait. J'étais morte de peur, mais toi, tu as été courageuse. Tu étais comme lui. » Émilie posa sa main bandée sur celle de sa mère. La brûlure guérissait, laissant une cicatrice rose fine, presque douce. « Il aurait été fier de toi aussi, maman, » dit-elle doucement. « Tu as tenu tête à l'infirmière Klein. » Suzanne eut un petit rire incrédule. « C'est vrai, je l'ai fait. » Elle regarda ses mains, qui n'étaient plus rouges à cause des produits de nettoyage. « C'est drôle. Pendant 8 ans, j'ai essayé d'être invisible. Je pensais que c'était la seule façon d'être en sécurité. Mais toi, tu nous as sauvés en refusant de l'être. » « Je ne pouvais pas la laisser mourir, » répondit Émilie. « Je savais ce que je savais. Cap disait toujours « Connaître la vérité ne veut rien dire. C'est agir selon elle qui change le monde. » Sur le bureau, une enveloppe épaisse et crème attendait. « Il faut qu'on se prépare, » dit Émilie en la touchant du doigt. « Il envoie la voiture à 2 heures. » Le ventre de Suzanne se serra. « J'ai le trac. Allez là-bas comme si nous étions leurs égales. »« Nous le sommes, » répondit Émilie simplement. La voiture noire glissa en silence. Cette fois, elles ne passèrent pas par l'entrée de service. Le chauffeur les conduisit jusqu'au grand hall du pavillon Élysée. Les portes automatiques s'ouvrirent. Marc Delmas les attendait vêtus d'une chemise claire et d'un pantalon sobre. La tristesse avait disparu. Il souriait. « Suzanne, Émilie, merci d'être venue. »« Monsieur Delmas, » répondit Suzanne en s'inclinant légèrement. « Appelez-moi Marc. Après ce que vous avez fait, monsieur Delmas, c'est pour ceux que je m'apprête à licencier. » Il avait retrouvé un peu d'humour. Ils prirent l'ascenseur privé. Le couloir était tel qu'Émilie s'en souvenait froid de marbre et silencieux. Mais aujourd'hui, il ne faisait plus peur. Marc les conduisit jusqu'à la suite 801. Il frappa doucement avant d'ouvrir. « Maman, tu as de la visite. » La pièce baignait de lumière. Les rideaux étaient tirés l'air, sentaient les fleurs. Dans un grand fauteuil près de la fenêtre, une vieille femme était assise, fine et pâle comme du papier, mais ses yeux bleus vifs et perçants étaient bien éveillés. C'était Éléonore Delmas, fragile, mais pas faible. « Alors, » dit-elle d'une voix étonnamment forte, « c'est vous. » Marc sourit. « Maman, voici Suzanne Vasseur, et voici Émilie. » Éléonore posa d'abord son regard sur Suzanne. « Vous êtes une bonne mère. Vous avez élevé un lion. » Suzanne rougit. « Merci, madame.
Je suis juste heureuse de vous voir en meilleure santé. Je me sens comme si un camion m'avait roulé dessus, répondit Éléonore avec franchise. Mais je suis vivante, ce qui est déjà un miracle. Son regard se tourna vers Émilie, debout, les mains jointes. Approche, enfant. Émilie obéit. La vieille femme examina son visage, ses cheveux clairs, son regard calme. Marc m'a tout raconté. Il a dit que tu avais 14 ans. Il avait tort. Tu es plus âgée que ça, n'est-ce pas? Peut-être, madame, répondit Émilie timidement. Il m'a parlé de ton grand-père Cap, un infirmier pendant la guerre, un homme qui observait ce que les autres ignoraient. De mon temps, on appelait ces gens-là des héros. Maintenant, peu importe. Il t'a bien enseigné. Éléonore tendit une main fine et veinée. Émilie la prit doucement. Tu as un don, Émilie, dit la vieille femme d'une voix ferme. Tu vois les schémas, les vérités cachées sous le bruit. Des gens comme mon ancien médecin, le docteur Moreau, sont instruits, mais pas sages. Ils cherchent ce qu'ils s'attendent à trouver. Toi, tu cherches ce qui est là. J'ai juste lu son livre, murmura Émilie. Non, répondit Éléonore en secouant la tête. 100 personnes pourraient lire ce livre et n'y voir que des griffonnages sur des plantes. Toi, tu y as vu une vie la mienne. Elle tapota la main d'Émilie. Marc m'a dit que tu entrais à l'académie, que tu étudiais la toxicologie. Oui, madame. Bien. Ne les laisse jamais t'apprendre à voir autrement. Ne les laisse jamais te dire que ta façon de regarder le monde est fausse. Le monde est dirigé par des hommes qui aiment crier. Il est sauvé par ceux qui savent écouter. Suzanne et Marc observèrent la scène émus deux parents, venus de mondes opposés, unis par la petite fille silencieuse qui tenait la main de la mère du milliardaire. « Merci, » dit Éléonore en plongeant ses yeux bleus dans ceux d'Émilie. « Pour ma vie. »« De rien, Madame Delmas, » répondit Émilie. 6 mois plus tard, dans un amphithéâtre d'université, au mur de chêne l'air sentait la cire et le papier ancien. Ce n'était plus l'académie, c'était un séminaire spécial à la faculté de médecine. Émilie, désormais âgée de 15 ans, était assise au premier rang. Elle était la plus jeune de la salle d'au moins 10 ans. Autour d'elle, les sièges étaient occupés par des étudiants en médecine et des doctorants concentrés. Le regard sérieux, les doigts de courant sur les claviers de leurs ordinateurs portables. Émilie, elle écrivait dans un simple cahier à spirale, son écriture nette et précise, semblable à celle de son grand-père. Devant une professeure distinguée au regard bienveillant, montrait un schéma complexe projeté à l'écran. Voici un cas classique de diagnostic difficile, expliqua-t-elle. Un patient présente une arythmie chaotique et une défaillance systémique. Tous les tests toxicologiques standards sont négatifs. L'état du patient se dégrade. Vous êtes le médecin. Qu'avez-vous manqué? La salle resta silencieuse. Les étudiants fixaient leurs écrans, leurs notes à la recherche de la réponse d'Emmanuel. « Personne » demanda la professeure. Une main se leva. Petite fine, marquée d'une cicatrice rose sur le dos. Les yeux de la professeure s'illuminèrent, elle attendait ce moment. « Oui, mademoiselle Vasseur. » Émilie se leva. La salle paraissait immense, mais elle n'avait pas peur. Elle n'était plus la fille d'une femme de ménage dans un couloir d'hôpital. Elle n'était plus invisible. Elle était invitée d'honneur. Elle regarda le graphique, vit les motifs, les liens invisibles. « Ce n'est pas un quoi que vous manquez, » dit Émilie d'une voix claire qui résonna dans la pièce. « C'est un comment. Vous cherchez une toxine raffinée unique. » Elle désigna le schéma du doigt. Mais les symptômes, eux, ne sont pas isolés. Ils sont cumulatifs, synergiques. Vous ne devriez pas chercher un comprimé, mais une plante. Toute la salle se tourna vers elle. La professeure sourit. Émilie inspira profondément. Elle sentit en elle la tranquille assurance de son grand-père, de sa mère.
d'Éléonore Delmas, et la force née de sa propre expérience. Elle était à sa place. Elle était vue. Elle était entendue. Et elle ne faisait que commencer. Et c'est là que nous marquerons une pause dans cette histoire. J'espère qu'elle vous a permis de vous évader un instant, de respirer peut-être en écoutant avec une tasse de thé assis près d'une fenêtre, ou au calme en fin de journée. Dites-moi dans les commentaires où ces histoires vous trouvent, j'aime le découvrir. Et si vous souhaitez continuer à partager ces moments, un simple like ou abonnement m'aide énormément. Merci d'avoir passé ce temps avec moi.